Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone, à la rencontre de tous ces acteurs qui font la ville de demain. Eh bien, tout de suite, nous avons en plateau un architecte, Monsieur Frédéric Auclair. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine, vous avez votre agence, Almatoya Architecture. Alors ma toute première question, elle est plus... très généraliste. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la construction bas carbone en France? Est-ce que les choses avancent? Alors c'est un sujet très vaste qui appelle à beaucoup d'acteurs. Je pense que vous en avez interviewé un certain nombre d'entre eux. Moi j'aime toujours à dire qu'il y a la culture du consensus et la culture du dissensus. Et je préfère la première option. Le consensus, c'est de se rappeler qu'au-delà de tout ce que nous mettons comme cœur à travailler, c'est de se rappeler que la France... à une question de politique énergétique. Cette politique énergétique, elle passe par le fait que nous n'avons pas forcément beaucoup de sources d'énergie première comme l'ont d'autres pays comme la Norvège. Et que du coup, pour nous, au-delà des débats justement qui font dissensus, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire, chacun dans nos domaines d'activité, pour améliorer une situation et améliorer notre capacité à rester indépendant. Et donc, toutes les solutions passives, qui existent notamment dans des architectures vernaculaires qui ont, à l'épreuve du temps, montré leur capacité à résister justement au temps, à résister à des secousses sismiques, à résister à des intempéries et à montrer l'intelligence que l'homme, l'humain de manière plus générale, pouvait avoir dans l'appréhension de son environnement pour en faire une architecture dans laquelle on est à l'abri et dans laquelle on se sent bien. Et j'aime bien rappeler cela parce que très vite on peut tomber dans des débats qui peuvent pour certains apparaître comme technicistes, alors qu'au départ, on est là pour collecter et rendre en synergie des questions d'intelligence. Mais dans votre métier en tant qu'architecte, voilà, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes spécialiste du patrimoine, donc on parle beaucoup de rénovation. Il y a d'énormes enjeux en matière de rénovation urbaine pour faire face au réchauffement climatique. Mais sur le patrimoine, il y a des enjeux spécifiques et vous, ça a changé votre métier quelque part ou pas? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, être architecte dans l'existant, qu'il soit reconnu comme du patrimoine ou non, c'est une spécialité par rapport à un logement neuf que l'on va construire dans un environnement peut-être moins contraint. Quand vous intervenez dans des centres anciens, quand vous intervenez sur des bâtiments qui parfois ont plusieurs siècles, il y a effectivement une notion de diagnostic qui est très importante pour ne pas faire de contre-mesure, j'allais dire. Donc quand vous avez des bâtiments qui ont traversé les temps avec cette intelligence constructive, l'idée n'est pas de venir forcément apporter des techniques qu'on pourrait qualifier d'exogènes, qui éventuellement ne vont pas être compatibles avec cet existant et vont peut-être, dans certains cas, accélérer la ruine. Ouais, être contre-productive. Exactement. Et donc, c'est vraiment de prendre cette notion du sur-mesure qui n'est pas toujours facile dans un domaine où on essaye effectivement... Mais pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des exemples concrets pour qu'on puisse imaginer Un exemple concret, ça va être par exemple des bâtiments en colombage que vous avez dans pas mal de secteurs en Normandie et en Bretagne, ou dans d'autres secteurs comme à Troyes, vous voyez, donc on parle déjà de beaucoup de régions sur lesquelles vous avez parfois des maisons très anciennes. On a le cas également à Strasbourg par exemple. Et donc vous allez imaginer qu'on est pour améliorer la question d'une thermique de bâtiment, on va essayer par exemple de recouvrir ces pans de bois. Ça ne sera pas la première fois qu'on aura essayé de le faire. Il y a eu des édits à certaines époques où on a enduit pour notamment des questions de prévention de l'incendie dans les villes. Mais si à un moment donné, on met des choses qui sont compatibles avec cette capacité que certains appellent respirante, mais qui en fait correspond au cycle d'évaporation et de condensation des eaux, vous avez quelque chose qui va faire que votre pan de bois va continuer à exister. Si tout d'un coup, je vous propose pour les 20 prochaines années de votre vie de vivre avec un ciré breton, été comme hiver, imaginez l'état de votre peau avec quelque chose qui sera très peu respirant, pour reprendre ce terme générique d'un point de vue populaire. Donc en fait, chaque bâtiment pour vous, c'est une histoire, c'est un projet différent. On est beaucoup dans la recherche et développement finalement dans votre métier. Exactement, on est en tout cas à chaque fois dans une question du temps présent. Certains ont tendance à dire on parle des vieilles pierres en patrimoine. En réalité, à chaque fois, c'est un temps présent. Quel est l'usage de mon bâtiment dans le temps présent? Est-ce que l'usage que je prévois est compatible avec son existence? Voilà, encore une fois, on a plein d'exemples qui vont faire qu'une reconversion va être un peu difficile parce qu'elle va vraiment contrarier la question de l'existant. J'espère répondre à vos questions le plus précisément possible. Oui, mais on voit bien que le métier change, l'approche doit changer et vous en êtes la preuve.
Après, la question que j'ai envie de vous poser, c'est sur l'ensemble des métiers autour du bâtiment que vous côtoyez. Oui. Aujourd'hui, tous sont en mutation, il y a des vrais changements. C'est un secteur qui devient plus intéressant, quel que soit le métier que l'on fait dans le secteur, du maçon à l'architecte. Alors, je donne souvent, pour reprendre un peu de recul, les exemples des continents sur lesquels la démographie est beaucoup plus importante et où le besoin de construire du neuf est beaucoup plus important. On a l'exemple de l'Amérique du Sud, de grandes villes comme Sao Paulo, on a des exemples comme l'Afrique, comme l'Asie. Et c'est vrai qu'en Europe, dans la plupart des pays de l'Union, en tout cas aujourd'hui, notre démographie va plutôt décroissante. Et donc la question du réemploi de l'existant devient à la fois logique, et du coup, pour ceux qui travaillent dans ce domaine, ça devient le lieu où, si vous voulez continuer à travailler, il s'agit plutôt de monter en compétences et en gamme. La question de la multiplication des métiers, lorsque l'architecte devient un super mandataire de groupement de 10 compétences différenciées, allant de l'ingénieur structure, de l'acousticien, du thermicien, etc., le besoin à ce moment-là, c'est un besoin de discernement et de vigilance pour qu'on reste toujours dans la logique de la qualité du projet à la fin, avec la prise en compte de tout ce qui fait le fait qu'on peut rentrer dans un bâtiment en toute sécurité et y vivre agréablement. Et ça, c'est un sujet qui est une véritable évolution pour le métier, d'être de plus en plus, non seulement le chef d'orchestre des entreprises qui ont à travailler sur le chantier, mais aussi des compétences du groupement de maîtrise d'œuvre. Voilà, pensée globale pour faire avancer les choses. Et s'il y avait un conseil que vous donneriez à des jeunes pour se lancer, alors, dans l'architecture ou dans le secteur de la construction bas carbone, ce serait lequel ? Alors la notion d'être jeune est quelque chose de très relatif. Je pense qu'encore une fois, on a des outils aujourd'hui qui peuvent être extraordinairement bien utilisés, notamment la capacité de se former en ligne, lorsque peut-être dans les années 80, il était un peu plus compliqué, en nécessitant un peu plus d'énergie pour se former. Donc de continuer à le faire et d'entendre justement les gens qui parlent d'autres langues, pour que le cerveau ait l'habitude de concevoir les choses dans un autre aspect des choses. Et c'est le danger, c'est qu'en fait, quand on gagne en expérience, on peut éventuellement, à un moment donné, s'enfermer dans sa propre expérience et oublier qu'on peut de nouveau apprendre de l'autre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important dans l'acte de bâtir et de créer. Se former en permanence et s'intéresser aux regards différents. Merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous surtout. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur le salon du CIPCA. Au revoir et à bientôt.